Le temps est figé, je vois mon ami immobile devant moi, et la créature me chuchote à l'oreille. Un jour, j'ai emmené mon fils de 3 ans avec moi dans un vieux cimetière de Galveston. Pour moi, c'était simplement une promenade tranquille, j'aimais observer les mausolées et les pierres tombales anciennes, chacune racontant une part de l'histoire de la ville. Lui marchait un peu devant, insouciant, en explorant à sa manière. À un moment, je l'ai vu s'arrêter et se mettre à parler doucement, puis à agiter la main comme pour dire au revoir. Intrigué, je lui ai demandé à qui il s'adressait. Sans hésiter, il m'a répondu, une petite fille. Je me suis approché et j'ai remarqué que devant lui se trouvait une tombe très ancienne, usée par le temps. Elle n'avait pas de nom lisible, seulement une petite figurine d'ange posée au sommet. Mon fils a répété « au revoir » une seconde fois, comme pour clore une conversation invisible, puis il est revenu vers moi, parfaitement calme, comme si tout cela lui paraissait naturel. Ce qui m'a frappé, c'est que c'était sa toute première visite dans un cimetière. Il n'avait aucune raison d'inventer une présence, encore moins de l'associer à une petite fille. En 2015, quelques amis et moi avons eu l'idée stupide d'aller visiter le cimetière de Beldie à 1h du matin. Nous avons escaladé le portail principal et commencé à explorer. Pendant environ 3/4 d'heure, nous avons rigolé, bavardé et fait les malins. Puis, tout à coup, l'un de mes amis s'est mis à trembler de manière incontrôlable. Lui qui n'avait normalement jamais peur du noir était pétrifié et répétait qu'il fallait partir tout de suite. Nous avons essayé de comprendre ce qui n'allait pas, mais il ne cessait de répéter « Sortez-moi d'ici ». En quittant le cimetière, il a fini par paniquer et s'est mis à courir. Nous l'avons tous suivi, comme si quelque chose nous poursuivait. Arrivé à la voiture, une Honda City, impossible de démarrer. Le moteur refusait de se lancer, ce qui ne nous était jamais arrivé auparavant. Tout le monde criait « Vite, démarre, démarre ». Après 5 longues minutes d'angoisse, le moteur a enfin démarré et nous avons filé à toute vitesse. Une fois en sécurité, nous avons demandé à notre ami ce qu'il avait vu. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'une branche cassée ou d'une illusion. Mais il nous a expliqué que ce n'était pas ça. Il avait vu une silhouette, debout sur une branche, et cette chose passait d'un arbre à l'autre, non pas en sautant comme un singe, mais en se téléportant, toujours dans la même position verticale. À un moment, elle s'était même retrouvée au sol. C'est à cet instant qu'il avait été pris d'une terreur telle qu'il s'était mis à trembler. Après cette nuit, nous avons tous ressenti une lourdeur étrange, comme si respirer devenait difficile, une sensation proche de celle qu'on peut avoir en altitude ou dans un espace trop étroit. C'était indescriptible mais profondément troublant. Nous avons finalement décidé d'aller à l'église de Beldie pour prier, et cela nous a apporté un certain apaisement. Mais encore aujourd'hui, rien qu'à évoquer cet endroit, j'en ai des frissons. Je logeais chez des amis qui habitent tout en haut d'une colline, et le chemin le plus direct pour descendre passait par un cimetière, un passage étroit réservé aux piétons et aux vélos. Comme je me déplace souvent à vélo, j'ai tenté une descente de nuit à travers ce cimetière. Très vite, je me suis rendu compte qu'il était plus simple de rouler sans lumière, parce que mon petit phare était trop faible et créait un contraste trop violent. La zone juste devant moi était éclairée, mais tout autour restait plongé dans un noir absolu, ce qui m'empêchait de distinguer quoi que ce soit. Je me suis donc retrouvé à dévaler une pente assez raide, au beau milieu du cimetière, plongé dans une obscurité totale. Par moments, une angoisse diffuse montait, comme une impression que quelque chose pouvait surgir à tout instant entre les pierres tombales. Alors je m'arrêtais, j'allumais ma lampe, je jetais un coup d'œil autour de moi, je vérifiais que j'étais toujours bien sur le sentier, puis je reprenais ma descente. Le silence était épais, seulement brisé par le crissement de mes freins et le vent qui sifflait à mes oreilles. Un de ces arrêts m'a glacé le sang. Quand j'ai braqué ma lumière au sol, j'ai découvert que ma roue avant s'était immobilisée à moins de 30 cm d'un trou béant. C'était une tombe fraîchement creusée, prête à recevoir un cercueil. Si je n'avais pas freiné à ce moment précis,
ma trajectoire m'aurait entraîné droit dedans. Quand mon fils était petit, nous vivions dans un appartement situé juste à côté d'un chemin boisé. Ce sentier traversait aussi un cimetière. Tous les soirs, sans exception, nous faisions de longues promenades là-bas, c'était devenu une routine. Mon fils avait à peine 3 ans, il ne pouvait pas comprendre ce qu'était un cimetière. D'ordinaire, il ne posait aucun problème, mais un soir, soudainement, il s'est mis à paniquer, en larmes, complètement hystérique, en répétant « Il faut qu'on parte, ils ne veulent pas de nous ici ». Il en était tellement convaincu qu'on aurait dit qu'il voyait vraiment une foule de personnes invisibles pour moi mais pas pour lui. Il était assis dans sa poussette, et je vous jure que j'ai pris mes jambes à mon cou pour sortir de là au plus vite. Une fois hors du cimetière, de retour sur le chemin, une voiture de police est apparue et avançait lentement. C'était étrange, car ce n'était absolument pas un endroit prévu pour les véhicules. L'agent s'est arrêté pour me demander si j'avais vu quelqu'un pendant notre promenade. J'ai répondu que non. Il m'a alors expliqué qu'il cherchait une personne potentiellement dangereuse et qu'il valait mieux que je rentre immédiatement. Nous étions tout près de notre immeuble, on pouvait même le voir depuis l'endroit où l'on se trouvait. Le policier a insisté pour nous raccompagner du regard jusqu'à ce que nous soyons bien à l'intérieur. Toute cette histoire m'a glacé le sang. Plus tard, en la racontant, quelqu'un m'a fait remarquer que peut-être les esprits du cimetière avaient ressenti le danger et qu'ils avaient effrayé mon fils exprès, pour nous faire fuir et nous mettre à l'abri. Une façon assez belle de voir les choses. J'ai participé un jour à des travaux de restauration avec un groupe de mineurs et de prospecteurs dans le cimetière de Granite City, dans les Kootenay en Colombie-Britannique. Ce lieu aurait dû être un endroit de repos, mais quelqu'un avait saccagé chaque tombe qu'il avait pu trouver. Les plaques de bois servant de stèles étaient couvertes de graffitis, et plusieurs sépultures avaient été éventrées. Des ossements dépassaient un peu partout de la terre retournée, comme si le sol lui-même avait été arraché et mutilé. La vision était insoutenable, mais ce qui me frappait le plus, c'était l'intention derrière ces gestes. On sentait que la personne n'avait pas seulement cherché à trouver de l'or ou un quelconque trésor, elle avait voulu détruire, profaner et effacer toute trace de mémoire. La colère que j'ai ressentie ce jour-là est difficile à décrire, c'était une véritable atteinte aux morts et à ceux qui restaient pour s'en souvenir. Une autre fois, je suis tombé sur un site encore plus troublant près de Summit Creek, non loin de Barkerville. En creusant dans le lit rocheux, j'ai découvert par hasard un ensemble de sépultures chinoises. De chaque côté du ruisseau, des tas de pierres soigneusement empilées formaient de petites buttes. J'ai commencé à travailler sans vraiment y prêter attention, et je me suis vite rendu compte que j'avais pénétré par inadvertance dans l'un de ces monticules. Comprendre que je venais de déranger une tombe m'a figé sur place, le cœur battant, comme si j'avais violé un lieu sacré. Ce site avait une atmosphère singulière. Dès que l'on s'y attardait, une impression étrange s'imposait, celle d'être observé, évalué, presque jugé par une présence invisible mais omniprésente. Au matin, l'endroit baignait toujours dans un brouillard épais, un voile humide qui glissait entre les rochers et les arbres. Dans cette brume mouvante, l'œil pouvait se persuader d'apercevoir des silhouettes, des formes vagues semblant se déplacer lentement entre les ombres. J'ai tenté de me convaincre que ce n'était que le fruit de mon imagination fatiguée, mais le malaise persistant me faisait douter. Ce lieu donnait l'impression que les morts eux-mêmes veillaient encore, jaloux de leur repos troublé. Il y a environ 5 ou 6 ans, j'habitais juste à côté d'un cimetière à Jakarta, en Indonésie. Pour donner un peu de contexte, la maison se trouvait près de la section musulmane du cimetière. Toutes les fenêtres donnant sur les tombes étaient soit inexistantes, soit réduites à de minces fentes. On ne pouvait y jeter un œil qu'en montant sur un tabouret ou une échelle. Je n'ai jamais été particulièrement superstitieux, pas autant que certains voisins ou même certains membres de ma famille, mais il s'y est produit des choses étranges et inexpliquées. Mon lit était placé contre un mur donnant sur le cimetière, et il y avait justement une de ces petites fenêtres en fente. Un jour, j'ai décidé de regarder par là. Je ne voyais pas seulement le cimetière, mais aussi un petit oiseau mort collé contre la vitre.
J'avais demandé aux propriétaires de l'enlever et ils l'ont fait, sauf que la tête de l'oiseau était restée coincée. Elle est restée ainsi pendant des années. La nuit, il m'arrivait souvent d'entendre des percussions et du chant venant du cimetière. Cela ressemblait à un homme seul qui chantait en frappant sur un tambour ou un tambourin. Peut-être qu'il s'agissait réellement de personnes rôdant là-bas à ces heures tardives, mais c'était troublant malgré tout. Pendant toute cette période où je vivais pratiquement collé au cimetière, j'ai aussi traversé une des pires phases de ma vie en termes d'anxiété et de dépression. J'avais des hallucinations auditives et visuelles, comme entendre des voix ou voir l'ombre d'un homme. J'ai subi des terreurs nocturnes et des cauchemars d'une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. Certaines choses difficiles se passaient aussi dans ma vie à ce moment-là, ce qui a sûrement amplifié mon état. Heureusement, aujourd'hui, j'arrive à mieux gérer mon anxiété. Mon arrière-grand-père a travaillé dans un cimetière quelque temps après la Première Guerre mondiale. À cette époque, certains cercueils étaient encore équipés de ces petites cloches reliées à la surface, prévues pour alerter si jamais une personne avait été enterrée vivante. Mon grand-père racontait que son père rentrait souvent troublé, les nerfs à vif, en jurant que quelqu'un devait lui jouer des tours, parce que plusieurs de ces cloches tintaient de temps à autre, sans raison apparente. Au début, il prenait ces signaux très au sérieux. Il creusait, ouvrait, vérifiait, convaincu qu'une vie pouvait dépendre de sa vigilance. Mais les fois passées et les cercueils n'abritaient que des corps sans souffle, paisibles dans leur sommeil éternel. Peu à peu, il avait appris à ignorer les tintements, sauf si le bruit provenait d'une tombe fraîchement fermée le jour même. Là, il n'hésitait jamais, il retournait la terre en hâte, redoutant l'idée de laisser quelqu'un suffoquer dans l'obscurité. Ces histoires circulaient dans la famille, et même en les entendant des années plus tard, elles donnaient des frissons. Quand j'étais petit, ma famille et moi allions souvent au cimetière où mes arrière-grands-parents paternels étaient enterrés. Ma mère aime rappeler le jour de l'enterrement de mon arrière-grand-mère, en 1993, quand je suis tombé dans la tombe. Son mari, mon arrière-grand-père, y avait été enterré depuis 1952, donc cela faisait plus de 40 ans qu'il reposait là. J'avais 3 ans et demi et je me souviens encore très bien être tombé dedans, paniqué, en hurlant pour qu'on vienne me sortir. Un autre souvenir, dans ce même cimetière, mon père avait marché accidentellement sur une tombe. Ma mère lui avait dit que c'était un signe de malchance de piétiner les morts. Mon père avait ri et minimisé, puis nous étions repartis vers la voiture. C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'il avait perdu ses clés et son portefeuille, bien enfoncé dans la poche arrière de son jean. Lui qui est toujours très méticuleux avec ses affaires n'arrivait pas à comprendre comment les deux avaient pu disparaître sans qu'il s'en rende compte. Nous avons fouillé les environs, retracé nos pas, surtout autour des tombes familiales, mais sans succès. Ma mère a alors plaisanté en disant que ses affaires devaient se trouver sur la tombe qu'il avait écrasée. Pris de panique, il a couru jusqu'à l'endroit et a découvert son portefeuille et ses clés, posés côte à côte sur la pierre tombale. Mon père a cru que nous lui avions fait une blague, mais nous étions catégoriques, ce n'était pas nous. Nous nous sommes même disputés à ce sujet, car il nous accusait, mais comment aurions-nous pu sortir des objets de sa poche profonde sans qu'il le sente ? Ma sœur et moi étions réellement terrifiés. C'était peut-être une coïncidence troublante, mais très étrange malgré tout. Il y a aussi une autre histoire liée à mon arrière-grand-mère. Après sa mort, elle a été vue sous forme de fantôme dans la maison de sa fille, donc chez ma grand-tante. La femme du cousin de mon père l'a aperçue clairement à travers une fenêtre, comme si elle l'observait. Ce témoignage était d'autant plus fort que ma grand-tante elle-même est décédée en 1997, seulement 4 ans après sa mère. Mon grand-oncle a lui aussi affirmé avoir vu son épouse défunte dans la maison, mais je ne sais pas s'il a revu son arrière-grand-mère en même temps. Durant mes années de primaire, vers 2002-2003, j'allais parfois dans ce cimetière avec des amis, par curiosité morbide et aussi parce que j'aimais déjà les recherches généalogiques. C'est un immense cimetière du 19e siècle, 10 hectares, avec des sépultures de guerre, des victimes de la grippe espagnole, des tombes militaires et des mausolées. Aujourd'hui, il compte près de 27 900 sépultures et il n'est plus possible d'y enterrer que des cendres ou dans des concessions déjà existantes. Malheureusement,
Les tremblements de terre de 2011 et 2013 ont détruit de nombreuses tombes, mais heureusement pas celles de ma famille. Une fois, avec 2 amis, nous étions dans la partie la plus ancienne, vers 1918. Beaucoup de pierres étaient brisées ou illisibles, rongées par le temps. Tout à coup, en passant devant une rangée de tombes, nous avons ressenti un changement brutal d'atmosphère et de température. C'est difficile à décrire, mais c'était si fort que je peux encore ressentir l'oppression aujourd'hui. Une de mes amies s'est mise à pleurer, ce qui n'était pas inhabituel chez elle, mais cette fois cela paraissait approprié. Mon autre ami, terrifié, nous a dit qu'il fallait partir tout de suite. Je n'ai pas eu besoin d'être convaincu. Nous avons couru hors du cimetière jusqu'à une rue résidentielle, le cœur battant. Nous étions trop jeunes pour comprendre, mais tous d'accord sur le fait que ce que nous avions ressenti était effrayant. Nous n'y sommes jamais retournés. Quelques années plus tard, encore en contact avec mes amis d'enfance, nous avons reparlé de ce jour-là. Et là, mon amie m'a avoué quelque chose que je n'avais jamais su et qui m'a glacé le sang. Elle n'avait pas seulement ressenti une mauvaise impression, elle avait vu quelque chose passer entre les tombes. Une silhouette noire, comme recouverte d'une cape, qui s'était tournée vers elle avec un sourire atroce, immense, inhumain. Elle m'a dit que ce n'était pas humain et que c'était malveillant. Quand je travaillais là-bas, il ne s'est pas passé grand-chose de vraiment effrayant, sauf une fois où nous avons trouvé une tête de lapin déposée sur une tombe. Très probablement, c'était l'œuvre d'un rapace qui l'avait laissé tomber par hasard, mais la scène avait de quoi faire réfléchir. La tête était parfaitement intacte, pas de traces de sang autour, pas de corps, pas d'entrailles. C'était tellement net et précis qu'on aurait presque pu croire qu'un couteau l'avait séparée du reste et qu'elle avait été placée là intentionnellement. Évidemment, personne ne pouvait en être sûr, mais cela nourrissait bien des spéculations et quelques frissons nerveux. Il y avait aussi une autre histoire, qui datait d'avant mon passage, mais que plusieurs collègues m'avaient racontée. Un jour, ils avaient découvert sur une tombe un étrange assemblage qui faisait penser à un rituel vaudou. C'était une sorte de sac ou de pot rempli de divers objets. Parmi eux, il y avait un billet froissé et une petite poupée criblée d'aiguilles. Le tout était imbibé d'humidité, peut-être volontairement, peut-être à cause du temps et de la terre. Ceux qui avaient dû se charger de s'en débarrasser racontaient que l'ambiance autour de cet objet était lourde, presque oppressante. Ils ne pouvaient pas l'expliquer, mais la simple idée de tenir entre leurs mains un objet lié à une intention obscure les avait mis mal à l'aise, au point qu'ils en gardaient encore le souvenir des années après. Je travaille actuellement dans un cimetière sur des chantiers de construction depuis environ 6 mois et je n'ai rien vécu de particulier. Mais il y a une dizaine d'années, j'ai eu une expérience marquante. À l'époque, mon ex et moi étions allés visiter la tombe de Wyatt Earp, car je suis un grand passionné du Far West. Mon ex travaillait sur l'un de ces shows télévisés sur le paranormal et s'intéressait beaucoup à ce domaine. Elle avait donc emporté son enregistreur vocal. Nous étions arrivés un samedi en fin d'après-midi. Le cimetière était presque désert, à part 2 ouvriers qui faisaient un peu de paysagisme au loin. Après avoir visité la tombe de Wyatt Earp, nous avons remarqué une autre sépulture assez impressionnante à proximité. Elle était ornée de masques de clowns du style rire maintenant pleure plus tard. Nous avons cherché le nom gravé dessus et découvert qu'il s'agissait d'un vieil acteur russe. Mon ex a sorti son enregistreur et s'est mise à poser des questions. La nuit commençait à tomber et le cimetière allait fermer, alors nous avons repris la route pour rentrer, environ 1 heure de trajet. Dans la voiture, elle a lancé l'enregistrement. Rien d'anormal près de la tombe de Wyatt Earp. Mais lorsque nous avons atteint l'endroit où elle avait interrogé la tombe de l'acteur, on l'entend distinctement poser sa question, « Y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait communiquer avec nous ?» Et là, on entend très clairement une voix de femme répondre oui. Ce n'était pas mon ex, puisque j'étais juste à côté d'elle au moment où elle posait la question, et ce n'était pas non plus une autre femme vivante, car il n'y en avait aucune dans le cimetière. Nous n'avons jamais su ce qui avait prononcé ce oui. Il y a une histoire qui m'a marqué et qui avait été présentée dans une émission consacrée aux petits litiges judiciaires.
Une femme venait de perdre sa mère et l'avait fait enterrer, plongée dans un profond chagrin. Mais quelque temps plus tard, le terrain du cimetière fut inondé. Sous la pression de l'eau, le cercueil de sa mère fut soulevé et remonta à la surface. L'entreprise funéraire tenta, si je me souviens bien, de se défendre en parlant d'un « acte de Dieu », comme si personne n'aurait pu empêcher la catastrophe. Mais pour la fille endeuillée, le choc fut immense. Déjà dévastée par la perte, elle découvrait que le corps de sa mère avait été déplacé et exposé par l'eau. Ce qui rendait la situation encore plus insupportable, c'est que sa mère avait toujours exprimé une peur irrationnelle de la noyade, et qu'elle était morte d'une pneumonie avec de l'eau dans les poumons. L'idée que même dans la mort, sa mère n'avait pas échappé à cette hantise la fit sombrer presque dans l'hystérie. Une autre affaire, plus récente, m'a glacé encore davantage. Une famille avait récupéré une urne, croyant recevoir les cendres de leurs proches, mais en réalité, il ne s'agissait que de ciment pulvérisé. Une enquête d'envergure fut ouverte, mais elle se heurta à un problème terrible, il devenait presque impossible de déterminer quelle cendre appartenait à qui. Et cette famille n'était pas la seule. D'autres témoignages commencèrent à émerger, certains affirmant avoir trouvé dans leurs urnes des fragments de bijoux ou des restes de montres, alors que leurs proches n'étaient pas enterrés avec ces objets. Cela révélait un système bien plus sombre. Le directeur de la maison funéraire possédait une entreprise parallèle, officiellement chargée de faire des dons de tissus et de parties du corps à des laboratoires. Très vite, les enquêteurs comprirent qu'il y avait eu des pratiques illégales et macabres autour de la manipulation des dépouilles. Cette affaire avait éclaté au Colorado, et même des années plus tard, elle reste citée comme l'un des scandales les plus choquants du milieu funéraire. J'habitais à côté d'un cimetière, littéralement mon jardin donnait dessus et seule une demi-clôture séparait les deux. La nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, j'avais l'habitude d'aller m'y promener et de fumer. À cette époque, j'étais dans une très mauvaise passe, profondément déprimé. C'était l'un des plus anciens cimetières de la ville, avec toutes sortes de tombes datant du début des années 1800. Il y avait beaucoup de sépultures de nouveau-nés. Il y avait une tombe que j'aimais particulièrement, parce qu'elle avait un banc en pierre qui reliait deux pierres tombales. C'était une tombe ancienne, un peu à l'écart, pas vraiment l'endroit idéal pour s'asseoir, mais elle me plaisait. Je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours l'impression qu'elle m'appelait, comme si c'était un bon endroit pour fumer et me poser. Chaque fois que je m'y asseyais, le vent ne me donnait pas froid, mes pieds restaient chauds, et les animaux commençaient à s'agiter. Les ratons laveurs venaient m'observer, les corbeaux se réveillaient et croassaient, des coyotes traversaient le ruisseau et faisaient un tour. C'était un endroit étrange, avec une atmosphère particulière. Un soir, j'ai pris le temps de lire les pierres tombales. Elles appartenaient à un jeune couple d'une vingtaine d'années, à peu près mon âge à l'époque. Le mari avait été assassiné et moins d'une semaine plus tard, sa femme s'était suicidée de chagrin. Cette découverte m'a bouleversé. C'est difficile à expliquer, mais ce lieu qui m'avait toujours attiré s'est révélé être lié à la plus tragique des histoires du cimetière. Après ça, j'ai pris l'habitude d'apporter un petit quelque chose pour eux lors de mes balades nocturnes. Et le jour où j'ai déménagé, je leur ai même dit au revoir. Je travaillais à l'époque dans le marketing et le développement commercial pour un fabricant d'électronique haut de gamme destiné au marché du luxe. Dans ce secteur, les attentes sont immenses et le service après-vente doit être irréprochable, autant pour les acheteurs que pour les intégrateurs qui installent nos systèmes. Nous avions un client final très particulier, propriétaire d'une immense demeure, qui rencontrait des problèmes récurrents avec notre matériel. Ce n'était pas une panne isolée mais plusieurs défaillances successives. Bien sûr, dans l'électronique, les pannes arrivent, mais leur fréquence est relativement faible, autour de 2 ou 3% dans toute l'industrie. Avoir autant de retours du même site éveillait forcément des soupçons. Un jour, l'un de nos commerciaux faisait sa tournée auprès des revendeurs et intégrateurs de la région, et profita de l'occasion pour aller inspecter cette installation. L'intégrateur, persuadé que tout avait été correctement configuré, voulait implicitement nous faire admettre que le problème venait de nos appareils. En arrivant sur place, le commercial découvrit rapidement que la situation dépassait nos produits.
Non seulement notre matériel tombait en panne, mais d'autres équipements de marques concurrentes subissaient les mêmes problèmes. En discutant, il apprit que la maison connaissait régulièrement d'importantes surtensions électriques, suffisamment fortes pour endommager presque tout ce qui était branché. Puis, au fil de la conversation, il découvrit un détail qui frappa l'imagination: cette demeure gigantesque avait été construite sur un ancien cimetière amérindien. Chez nous, cette révélation fit sourire plus d'un, mais elle suffit à changer notre approche. À partir de ce moment-là, nous avons cessé de traiter leurs réclamations de garantie avec la même générosité qu'auparavant. Après tout, il était difficile de lutter contre des surtensions permanentes et, peut-être, contre les caprices d'un sol qui n'avait pas été laissé en paix. La maison de ma famille donne directement sur un cimetière. En réalité, elle borde l'un des plus anciens cimetières de l'État. D'après ce que je sais, le terrain sur lequel mon quartier a été construit dans les années 1970 était à l'origine un verger. Chaque maison de la rue possède encore au moins un arbre fruitier, vestige de cette époque. Chez nous, c'était un pommier. Je sais qu'il faut toujours prendre ce genre d'histoire avec un certain recul. Je me considère comme quelqu'un d'assez rationnel. Mes parents sont médecins et nous avons toujours eu une façon très pratique et réaliste d'aborder la vie. Pourtant, malgré cette vision cartésienne du monde, nous avons vécu des choses que nous n'avons jamais pu expliquer. En grandissant, j'ai toujours ressenti un malaise dans cette maison. J'avais constamment l'impression de n'être jamais seul. J'ai entendu frapper à ma fenêtre en pleine nuit, j'ai perçu des pas dans le couloir, j'ai vu une apparition, j'ai vu des objets voler de la table, et 1000 autres petits phénomènes qui, avec le temps, sont devenus presque normaux. Ma mère a eu aussi ces expériences, des vieux jouets qui s'allumaient sans pile, une poussée dans le dos alors qu'elle jardinait, ou encore des visions étranges de temps en temps. L'activité n'était pas constante, il y avait des périodes calmes et des périodes plus intenses. Dans ces moments-là, nous disions que la maison était bruyante. Et elle l'était particulièrement quand l'un de nous tombait malade. L'un des épisodes les plus troublants reste la découverte d'un os dans notre jardin. Lorsque notre service médico-légal local l'a examiné, il a été conclu qu'il s'agissait de l'extrémité d'un fémur humain, d'origine inconnue. Aucune datation précise n'a été donnée, mais on nous a dit qu'il était probablement vieux de plusieurs siècles. Le plus étrange, c'est la manière dont nous l'avons trouvé. Un matin, il était simplement posé au sommet d'un massif de fleurs, à une vingtaine de mètres de la maison. Depuis, cet os est entré dans le folklore familial, car nous n'avons jamais pu expliquer sa présence. Il n'a jamais été prouvé que quelqu'un ait été enterré en dehors des limites officielles du cimetière, mais la question reste ouverte. Aucun autre os n'a jamais été retrouvé. Et si vous vous demandez ce que nous avons fait de cet os, eh bien, nous l'avons gardé. Quand la courte enquête a pris fin, un policier est venu le rapporter chez nous. C'était une décision étrange, mais nous ne savions pas quoi en faire, alors nous l'avons accepté. Depuis 2006, il est posé sur la cheminée du salon. Cet os a fini par déclencher une série d'événements qui, plus tard, ont joué en faveur de notre famille. C'est pourquoi nous le gardons encore aujourd'hui, comme un rappel de ce moment. Je travaillais autrefois comme réceptionniste dans une maison funéraire. Un samedi particulièrement chargé, tout le personnel était parti au cimetière pour accompagner une famille lors d'un service au bord de la tombe. Seule l'embaumeuse était restée sur place, occupée au sous-sol dans la salle de préparation. De mon côté, j'étais à mon bureau, concentré sur des papiers de routine, quand le téléphone interne s'est mis à sonner. L'appel provenait précisément de la salle de préparation. J'ai décroché et immédiatement j'ai entendu la radio qui jouait distinctement en arrière-plan, mais personne ne parlait à l'autre bout du fil. Après quelques secondes de silence étrange, j'ai raccroché. Intrigué, je me suis levé et j'ai fait quelques pas jusqu'au bureau voisin. Là, assise devant un ordinateur, l'embaumeuse tapait tranquillement, visiblement plongée dans son travail. Je lui ai demandé qui se trouvait en bas, dans la salle de préparation, et elle m'a jeté un regard étonné avant de répondre, mais il n'y a personne là-bas. Tout le monde est parti au cimetière. Et elle avait raison.
Le bâtiment était vide, il n'y avait que nous deux. Je n'ai jamais cru aux esprits ni aux histoires de fantômes, mais je dois avouer que ce moment m'a glacé. Quand j'étais à l'université, j'ai vécu dans une vieille maison construite à côté d'une église. Elle avait plus de 100 ans, mais je ne connais pas son âge exact. J'occupais le sous-sol avec quelques colocataires. Nous ne savions pas à l'époque que la maison avait été bâtie sur un cimetière. Cela a été découvert peu après mon départ. Il se passait parfois des choses étranges dans la maison, mais je ne sais toujours pas si elle était hantée ou si ce n'était que de simples coïncidences. J'entendais des pas au-dessus de ma chambre tard dans la nuit, et quand je demandais le lendemain qui était allé dans la cuisine vers 2 heures du matin, mes colocataires me répondaient qu'ils n'y étaient jamais descendus. Une de mes colocataires avait un chat. Un jour, alors que nous étions dans la cuisine, la porte arrière s'est ouverte toute seule et le chat est entré. J'ai vu ce que je crois être une silhouette d'ombre dans cette maison. J'avais une bibliothèque près de mon lit, avec une statuette de Bouddha sur l'une des étagères supérieures. En pleine nuit, un grand fracas m'a réveillé. J'ai vu une forme noire sauter de la bibliothèque au sol avant de s'enfuir hors de la pièce. L'étagère où se trouvait le Bouddha était tombée, et la statuette s'était brisée en morceaux sur le sol. J'ai d'abord pensé que le chat avait pu la faire tomber, mais le lendemain, quand j'en ai parlé à ma colocataire, elle m'a assuré que le chat avait dormi enfermé dans sa chambre toute la nuit. Peu après, j'ai déménagé. La maison appartenait à l'église et il y avait un parking derrière. L'église avait commencé des travaux d'agrandissement, creusant dans le parking. Au cours des travaux, des restes humains ont été découverts, ce qui a interrompu le chantier le temps d'enquêter. On a découvert qu'avant la construction de la maison, il y avait eu là un petit cimetière. Au moins 30 squelettes ont été retrouvés. Je ne sais pas si l'on a pu identifier qui ils étaient ni pourquoi ils avaient été enterrés à cet endroit. Pour une raison obscure, lorsque la maison avait été bâtie, il avait été décidé de construire directement par-dessus le cimetière, et les archives concernant son existence avaient soit été perdues, soit oubliées au fil du temps. Je ne sais pas si mes colocataires ont eu eux aussi des expériences étranges. La maison avait quelque chose de sinistre et je me souviens qu'ils disaient entendre des bruits la nuit et détestaient rester seuls à l'intérieur. Je ne sais pas si elle était vraiment hantée, mais il s'y passait clairement des choses bizarres. C'est une histoire que ma grand-mère racontait souvent, une histoire qui l'a profondément marquée. En 1968, elle perdit sa première fille et l'enterra dans un cimetière en périphérie de la ville. L'année suivante, alors qu'elle était enceinte de ma mère, elle apprit que son ami d'enfance venait de mourir d'un cancer. Cet ami fut enterré dans le même cimetière, mais pour diverses raisons, ma grand-mère n'avait pas pu assister aux funérailles. Quelques semaines plus tard, elle décida de se rendre au cimetière pour rendre visite à sa petite fille et, en même temps, tenter de trouver la tombe de son ami. Elle se souvenait simplement qu'elle reposait dans ce lieu, sans savoir exactement où. Alors elle parcourut les allées une à une, lisant les pierres tombales sous un soleil brûlant. Après un long moment, découragée, elle réalisa qu'elle s'était égarée dans une section plus ancienne, là où les pierres étaient usées et parfois à peine lisibles. Pressée par la chaleur et fatiguée, elle fit demi-tour pour retourner vers la tombe de sa fille. Pour aller plus vite, elle coupa à travers les rangées, enjambant les pierres en essayant de retrouver son chemin. C'est alors qu'elle trébucha brutalement et tomba en avant. Quand elle se redressa, irritée et essoufflée, son regard se posa sur la dalle qui avait accroché son pied. Gravée dans la pierre, elle lut le nom de son ami d'enfance. Elle resta un long moment figée, incapable de détourner les yeux, frappée par le hasard incroyable qui l'avait conduite jusqu'à cette tombe qu'elle avait vainement cherchée sous le soleil. Je m'appelle Josh, j'ai 26 ans. J'ai été enfant unique et je n'avais pas beaucoup d'amis, donc je passais la plupart de mon temps seul. Vers l'âge de 11 ans, j'ai emménagé chez mes grands-parents. Ils vivaient dans une petite ville assez rurale, et je passais la plupart de mes journées, surtout les week-ends, dehors à me promener. Il y avait un vieux cimetière à distance de marche de chez eux, avec des tombes datant de la fin des années 1600 dans la partie la plus ancienne.
Les plus récentes remontaient aux années 1990 et au début des années 2000. Le cimetière était assez délabré, puisque plus personne n'y avait été enterré depuis ces années-là. La section la plus ancienne, avec des tombes datant de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, était encore plus abîmée. J'avais de la peine de voir que ces personnes semblaient oubliées, que plus personne ne venait les visiter. Ma grand-mère possédait une boutique de fleurs, et comme elle avait beaucoup de fleurs invendues, je lui ai demandé si je pouvais en emporter pour les déposer sur certaines tombes du cimetière. Elle a accepté. J'ai pris 4 sacs pleins et je suis allé jusqu'au cimetière. Une fois sur place, j'ai commencé à marcher parmi les tombes, déposant des fleurs sur chacune d'elles. Dans la section la plus récente, tout s'est passé sans incident. Puis je suis arrivé dans la partie la plus ancienne, et après avoir posé des fleurs sur 4 tombes environ, j'ai ressenti une étrange impulsion, quelque chose me disait de lever la tête. Quand je l'ai fait, j'ai vu une femme. Elle se tenait là, debout, juste derrière la tombe sur laquelle je venais de déposer des fleurs. Elle me souriait, et elle semblait incroyablement heureuse. Nous sommes restés face à face environ 1 minute. Puis, elle a disparu. Après cela, j'ai continué à déposer mes fleurs sur les autres tombes et je suis rentré. Je me dis peut-être qu'elle était simplement contente que quelqu'un vienne enfin lui rendre visite. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ? En 2002 ou 2003, mon mari, quelques amis et moi avons décidé de nous arrêter dans un cimetière pour rendre hommage à un ami disparu, Steve. Son histoire avait été tragique. Il avait été tué par balle dans une affaire absurde de méprise sur l'identité, l'homme qu'il avait visé croyant s'en prendre à quelqu'un d'autre. Ce jour-là, c'était une fin d'après-midi d'automne. L'air était frais, les arbres perdaient leurs dernières feuilles, et la lumière déclinait doucement. Nous nous étions regroupés autour de sa tombe, à discuter de souvenirs, à évoquer les bons moments passés avec lui. Le soleil s'était couché sans que nous y prêtions attention. Ce n'était pas encore la nuit noire, mais la clarté du jour avait déjà disparu. À un moment, mon mari, pensif, demanda si les grilles du cimetière se fermaient la nuit et si nous pourrions ressortir avec la voiture. Puis, presque pour plaisanter, il leva la voix vers la tombe et lança « Steve ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il ferme les grilles ?» À cet instant précis, l'arche de briques qui surplombait la pierre tombale de Steve se désagrégea d'un coup sec. Les briques se détachèrent les unes après les autres, s'effondrant dans un petit fracas de poussière et de gravats, juste devant nous. Le silence qui suivit fut encore plus assourdissant. Nous sommes restés figés, pétrifiés, le cœur battant, avant de céder tous en même temps à une panique instinctive et de courir vers la sortie. Quelques jours plus tard, nous sommes revenus. L'arche avait disparu, les débris avaient été nettoyés. Il ne restait qu'une tombe sobre et sans particularité. Mais dans nos esprits, la scène demeurait vive et inexplicable. Je viens du Bengale occidental, en Inde. J'habite dans une petite ville près de Kolkata, mais l'incident s'est produit dans le village de mes grands-parents. C'était en 2021, pendant des vacances où j'étais allé chez eux. Dans notre village, il existe une légende locale au sujet de démons mangeurs d'hommes appelés Pichach. On dit qu'ils vivent dans les cimetières et se nourrissent de la chair des morts qui n'ont pas eu une vie vertueuse. Mais parfois, ils prennent la forme d'une belle femme ou d'un enfant en pleurs pour attirer les gens la nuit et les dévorer vivants. C'est une histoire bien connue, nous l'entendons depuis l'enfance. Personnellement, je n'y croyais pas vraiment. Les djinns existent, oui, mais en principe ils ne peuvent pas faire de mal aux humains. Un soir, je suis allé voir un spectacle dans un village voisin avec mon ami Armand. Quand la représentation s'est terminée, il était presque minuit. Nous avons pris le chemin du retour. Pour rentrer, nous devions traverser un vieux cimetière, l'un des lieux les plus réputés pour ces phénomènes paranormaux dans notre village. Nous parlions encore du spectacle, mais dès que nous avons atteint le cimetière, un silence s'est imposé. Nous étions déjà passés par là plusieurs fois, mais jamais aussi tard dans la nuit. Nos corps semblaient lourds en traversant. Chaque bruit paraissait étrange, presque surnaturel.
Chaque pas devenait plus difficile que le précédent. Soudain, nous avons entendu un faible son. À mesure que nous avancions, il devenait plus clair. C'était le cri d'un enfant. Bien sûr. Nous devions tomber sur un pichache. J'avais envie de pleurer. J'ai regardé Armand, il était tout aussi terrorisé. Le plus effrayant, c'était de savoir que si nous l'entendions, cela signifiait qu'il savait déjà que nous étions là. En avançant prudemment, nous avons vu un enfant de 1 ou 2 ans assis au bord de la route, en train de pleurer. Nous ne nous en sommes pas approchés. Nous avons évité même de le regarder directement. Pendant que nous passions, mes yeux se sont mis à pleurer tout seuls. Chaque fibre de mon être me criait de courir. Je n'ai réussi à rester debout que grâce à la présence d'Armand. Seul, j'aurais probablement perdu connaissance. Au moment où nous nous éloignions, les pleurs sont devenus de plus en plus forts, jusqu'à ce que mes tympans semblent prêts à éclater. Puis, une vingtaine de mètres plus loin, tout s'est arrêté. Je n'ai pas pu résister, je me suis retourné. Et, il n'y avait plus rien. Pas la moindre trace de l'enfant. J'ai poussé un grand soupir. Mon cœur s'est allégé. Armand m'a regardé, lui aussi soulagé. Mais avant même que nous puissions dire un mot, un cri démoniaque a retenti depuis le cimetière. C'en était trop. Nous avons couru de toutes nos forces. Je sentais ma conscience vaciller. Nous n'avons pas arrêté de courir avant d'atteindre notre village. Près du feu de camp, des hommes jouaient aux cartes. En les voyant, je me suis effondré. Je me suis réveillé chez mes grands-parents. Armand avait déjà raconté toute l'histoire. J'ai confirmé ses propos. Nous avions vu un pichache. Pour de vrai. Certains nous ont cru, d'autres non. Ma grand-mère, elle, m'a bien grondé. Aujourd'hui, cela fait 4 ans. Chaque fois que je retourne au village pour les vacances, nous en reparlons encore. Je me demande toujours ce qui se serait passé si j'avais été seul cette nuit-là. Peut-être que je ne serais plus là pour raconter cette histoire. Mais une chose est certaine, je ne prendrai plus jamais cette route la nuit. Un soir, mes frères et moi avons décidé de faire une promenade dans le cimetière de notre ville. Rien ne semblait inhabituel au départ, c'était comme une balade tranquille parmi les allées, un moment calme sans rien d'extraordinaire. Pourtant, au fond de moi, j'avais cette impression étrange, comme une tension diffuse. Je ne pouvais pas l'expliquer clairement, mais j'avais le sentiment que quelque chose allait survenir. Nous avancions lentement quand, sur notre gauche, nous avons remarqué un détail qui nous a arrêtés net. À côté d'une tombe, il y avait un gros tas de terre fraîchement remuée. Cela détonnait complètement avec l'ordre impeccable des autres sépultures. La scène n'avait rien de normal. Nous nous sommes regardés, intrigués et un peu mal à l'aise. Et soudain, l'inattendu s'est produit. Un homme a jailli de la tombe. Il tenait une pelle, était vêtu tout en noir, et nous a fixé un bref instant avant de s'élancer en courant. En quelques secondes, il avait disparu entre les rangées de pierres. Nous sommes restés figés, le souffle court, sans oser bouger. Personne n'a eu le courage de s'approcher pour vérifier ce qu'il faisait dans cette tombe. C'était à la fois étrange et effrayant, et cela n'a rien à voir avec le paranormal. Quelques précisions pour comprendre, quand j'étais au collège, ma vie était chaotique. Ma famille, nos voisins, notre propriétaire et d'autres gens du quartier étaient complètement dingues, et je veux dire vraiment dingues. Drogue, violence, exploitation. L'école n'était pas simple non plus, mais je trouvais un peu de réconfort dans les clubs extrascolaires. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, alors je m'étais retrouvé dans un club de géographie. C'était honnêtement plutôt sympa. À cette période en particulier, nous avions des problèmes avec certains voisins qui avaient tenté à plusieurs reprises d'agresser ma mère, une femme de 50 ans, handicapée et mère célibataire, pour des histoires stupides et inventées. À cela s'ajoutait ma grand-mère abusive qui rôdait souvent autour de chez nous. Venons à l'histoire,
mon club de géographie avait organisé une sortie au cimetière local pour faire des frottages de pierres tombales et découvrir les origines des gens qui avaient fini enterrés dans notre ville. C'était une sortie intéressante. J'ai beaucoup aimé et j'ai appris plein de choses. Tout allait bien jusqu'au moment du retour. Comme souvent, ma mère était très en retard. Cette fois à cause de ma grand-mère. Le temps passait, et finalement, il ne restait plus que moi et le fils des voisins violents. Il ne faisait même pas partie du club, à noter. L'attente a tellement duré que l'enseignant responsable du groupe, ne parvenant visiblement pas à joindre ma mère, a fini par appeler les parents de ce garçon pour qu'ils viennent nous chercher tous les deux. Je n'étais pas au courant qu'il avait fait ça, sinon je lui aurais dit clairement que c'était hors de question. Peu après, le prof est parti, nous laissant seuls au cimetière, en plein centre-ville, sans surveillance. Ce n'était pas une première, j'avais déjà été abandonné par des enseignants. 20 minutes plus tard, les voisins arrivent et commencent à essayer de me faire monter dans leur voiture. J'ai refusé. Je savais que ma mère ne l'aurait jamais accepté, et surtout, je ne leur faisais absolument pas confiance. J'étais persuadé qu'ils pourraient essayer de me faire du mal. Alors j'ai couru me réfugier dans le cimetière. Heureusement, j'en connaissais bien le plan et j'ai pu me diriger vers un mausolée qui, je le savais, était souvent ouvert. Par chance, il l'était ce jour-là. Je m'y suis enfermé et j'y suis resté caché plus de 30 minutes, entendant les voisins crier mon nom. D'abord d'un ton amical, puis rapidement en m'insultant copieusement. Je n'ai pas bougé. Au bout d'une quarantaine de minutes sans plus rien entendre, ni leur voix ni leur voiture, je suis sorti de ma cachette. Il a encore fallu attendre une bonne heure avant que ma mère et ma grand-mère n'arrivent enfin, alors que le soleil se couchait presque complètement. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, ma mère est entrée dans une colère noire. Elle a porté plainte auprès de l'école et de la police, mais il n'en est jamais vraiment rien sorti. Mon ami est mort dans un accident de voiture à l'âge de 22 ans. J'ai dû quitter l'université et rentrer dans ma ville natale pour assister à ses funérailles. Le jour de l'enterrement, nous étions tous rassemblés autour de sa tombe, silencieux, attendant le moment où le cercueil allait être descendu dans la terre. C'est alors qu'un papillon blanc est apparu. Rien d'inhabituel pour le printemps, mais celui-ci volait tout près de nous, frôlant nos visages, se posant presque avant de repartir. Il tournait autour du groupe, insistant, comme s'il cherchait à nous toucher. Et nous l'avons tous remarqué. Quelques jours plus tard, de retour à l'université, j'ai retrouvé mes sœurs et une de leurs amies. Cette fille avait la réputation d'avoir une sorte de sixième sens, de ressentir des choses, mais j'étais toujours resté sceptique. Nous parlions de mon amie disparue, partageant des souvenirs et un peu de tristesse, quand tout à coup elle déclara, presque naturellement, « Vous savez, parfois les âmes prennent la forme de papillons blancs avant de quitter la terre. » J'ai senti mes cheveux se hérisser sur ma nuque. Le souvenir du papillon me revint immédiatement, et j'étais incapable de trouver mes mots. Je finis par raconter ce que j'avais vu au cimetière. Elle me répondit calmement que, oui, c'était probablement mon ami, venu vous dire au revoir. Je n'ai jamais vraiment cru à ce genre de choses, mais ce jour-là, j'ai eu envie d'y croire. Peut-être que ce papillon était une simple coïncidence, mais dans mon cœur, j'aime penser que c'était sa façon de nous faire signe une dernière fois avant de partir. C'était en 2009. À cette époque de ma vie, j'adorais regarder des vidéos de chasse aux fantômes et j'avais envie de le faire moi-même. J'avais déjà fait plusieurs visites guidées, fantômes, mais jamais de véritable chasse. Un groupe local de chasseurs de fantômes proposait des soirées payantes pour participer avec eux. Ils fournissaient tout le matériel. L'événement se passait dans un immense vieux cimetière. Avant d'être un cimetière, le lieu avait été le site d'une bataille. La traversée semblait interminable. J'avais emporté un dictaphone et j'ai tout réécouté après coup. Dans la section réservée aux enfants, j'ai vu une tombe décorée avec des petits camions jouets. J'ai dit à voix haute, « Est-ce que ce sont tes jouets, que ta famille t'a apportés ? Est-ce que je peux prendre une photo ?» Sur l'enregistrement,
on entend clairement une voix d'enfant répondre oui puis non à mes questions. Un peu plus tard, nous nous étions séparés en petits groupes de 2 ou 3, tandis que le responsable du groupe circulait entre nous. Je me trouvais près d'un arbre étrange et je prenais des photos quand, soudain, j'ai ressenti une lourde pression sur ma tête. Exactement comme si quelqu'un appuyait fortement dessus par en haut. J'ai réagi vite, j'ai fait un pas en avant, me suis retourné et j'ai pris une photo de l'endroit où je me trouvais quelques secondes plus tôt. J'utilisais un appareil photo numérique, donc j'ai vu immédiatement l'image. Un énorme orbe se trouvait juste au-dessus de l'endroit où je me tenais. Peu après, le guide est arrivé près de nous et nous a dit qu'un homme avait été abattu d'une balle dans la tête à cet arbre précis. Je ne lui avais rien raconté de ce que je venais de vivre. Il y a eu d'autres phénomènes au cours de la soirée, comme des EVP et des choses captées sur caméra, mais ces 2 expériences-là furent les plus marquantes pour moi. Cependant, mon interaction la plus intense avec un fantôme a eu lieu au phare de Sainte-Augustine, en Floride. De loin l'expérience la plus active que j'ai vécue de nuit. Quand j'avais 9 ans, ma famille a déménagé à Libéral, au Kansas, et nous avons emménagé dans une maison qui dégageait une atmosphère sinistre dès le premier jour. Nous y avons vécu jusqu'à mes 16 ans, avant de partir pour le Missouri. Durant toutes ces années, chacun d'entre nous a vécu des expériences troublantes, au point que cette maison a marqué notre famille à jamais. Tout commençait par des choses simples mais dérangeantes. Des voix nous appelaient par nos prénoms, souvent au moment où nous étions seuls dans une pièce. Puis cela s'intensifia. Certains d'entre nous se réveillaient avec des marques de griffures sur la peau. On sentait parfois une main invisible nous effleurer, nous pousser légèrement, et parfois même des objets se mettaient à voler à travers la pièce sans explication. Les babysitters, au début, acceptaient de rester, mais après une seule nuit, elles ne revenaient plus. Souvent, elles me demandaient de rester éveillé avec elles puisque j'étais l'aîné, terrorisé par ce qui se passait une fois la nuit tombée. L'électricité et l'eau semblaient obéir à une volonté propre. Parfois, toutes les lumières de la maison s'allumaient en même temps, en haut et en bas, et les robinets se mettaient à couler sans que personne ne les ait touchés. Mes parents, désespérés, avaient fini par demander de l'aide au prêtre catholique local. Mais quand ils lui expliquèrent ce que nous vivions, il les accusa de mentir et refusa même de mettre les pieds dans la maison. Ce fut un coup dur, car cela voulait dire que nous étions seuls face à tout ça. Le jour où nous avons quitté la maison, nous avons prévenu les nouveaux acheteurs de ce qu'ils risquaient d'y vivre. Ils ont ri, nous traitant comme si nous étions ridicules. Mais plus tard, nous avons appris qu'ils n'avaient pas tenu 2 ans dans cette maison avant de partir à leur tour. J'ai fini par m'habituer à l'idée que beaucoup de gens ne nous croiraient jamais. Pourtant, je n'oublierai jamais ces années passées dans cette maison. Des amis et moi avions l'habitude de traîner après l'école dans le cimetière en face de mon lycée. À l'époque, ma copine et moi le traversions souvent quand je la raccompagnais chez elle. Nous nous arrêtions parfois pour quelques bêtises d'adolescents. J'y ai passé pas mal de temps, mais je n'y ai vécu que 2 événements vraiment étranges. Le premier concernait une grande stèle familiale en forme de banc, il me semble que le nom était Hacker, entouré de plus petites pierres tombales individuelles. Nous avions l'habitude de nous y installer, assis dessus ou dans l'herbe autour. Nous restions généralement respectueux, en restant sur le chemin devant les tombes quand nous jouions au ballon ou faisions les idiots. Juste en face de ce chemin se trouvait un mausolée, et un après-midi, je m'étais assis le dos contre sa porte, regardant mes amis lancer une chaussure comme si c'était un ballon. Ne demande pas pourquoi, nous étions des nerfs. Soudain, de l'autre côté de la porte, quelque chose s'est mis à cogner. Assez fort pour faire vibrer la porte, mais pas directement dessus, comme si ça résonnait derrière. Puis ça s'est arrêté, et je n'ai plus jamais rien entendu de semblable là-bas. Le second événement concernait ma petite amie de l'époque, qui se considérait comme une sorcière. Du genre influencée par Silver Ravenwolf et Scott Cunningham. Après avoir lu un nouveau livre, elle essayait de me convaincre que je devais absolument lancer un sort pour découvrir mon totem. Nous traversions le même cimetière, en début d'automne. À un moment, j'ai remarqué que tous les arbres autour de nous,
absolument tous, étaient pleins de corbeaux. Tout ce qu'on entendait, c'était le croassement sourd et paisible que font ces oiseaux quand ils se détendent. J'ai alors dit quelque chose comme « Je n'ai pas besoin de chercher un totem, on dirait bien que c'est lui qui m'a trouvé. » Et voilà. Une petite synchronicité amusante, mais rien d'exceptionnel non plus, les corbeaux aimaient traîner dans ce cimetière. Mais au moins, ça m'a évité de subir davantage de pression pour des histoires de totems. Il y a quelques années, mon conjoint, notre fille qui avait presque 2 ans et moi sommes allés visiter un vieux cimetière de pionniers non loin de chez nous. C'est un lieu paisible que nous aimons parcourir, en lisant les noms et les dates gravées sur les pierres, comme un voyage dans l'histoire locale. Ma fille, à cet âge-là, était très attachée à moi. Quand nous sortions, elle voulait presque toujours me tenir la main et ne me lâchait jamais. Ce jour-là, nous avancions ensemble entre les rangées de tombes, main dans la main, observant les épitaphes. Mon mari se trouvait un peu plus haut, à environ 30 mètres, occupé lui aussi à lire les inscriptions. Sans prévenir, ma fille lâcha soudainement ma main. Elle s'exclama « Papa !»« Papa !» et se mit à courir droit vers lui. Arrivée à sa hauteur, elle attrapa sa main avec insistance et le tira en bas de la colline, le guidant parmi les rangées de pierres. Ils passèrent devant moi, sans même s'arrêter, comme si elle savait exactement où elle voulait aller. Elle finit par s'arrêter brusquement devant une pierre tombale bien précise. Elle leva le doigt et dit simplement « Regarde ». Nous avons alors découvert l'inscription. Le nom gravé sur la pierre portait exactement le même nom de famille que celui de mon mari, un nom rare que nous ne rencontrons presque jamais. La coïncidence nous glaça. Ma fille n'aurait jamais pu savoir ni comprendre cela à son âge. Un membre de ma famille qui travaillait dans un cimetière m'a raconté cette histoire. Pour situer un peu les choses, c'est un très vieux cimetière, vieux de plusieurs centaines d'années. L'église qui se trouve à côté existe au moins depuis avant le XVI siècle. Comme il est situé dans un endroit reculé, à l'époque la plupart des gens étaient enterrés avec des croix en bois ou des marqueurs simples. Avec le temps, les croix pourrissent, de nouvelles personnes sont enterrées, et ainsi de suite. Aujourd'hui, comme moins de gens vivent à la campagne, le cimetière est en train de se laisser envahir par la nature. C'est un endroit magnifique, mais un peu triste à voir. Bref. Un jour, quelqu'un s'occupait de la tombe de ses proches et a décidé d'agrandir un peu l'espace autour de la tombe. Ici, on n'est pas très amateur de gazon. On préfère plutôt un sol bien nivelé avec des lignes tracées au râteau, un peu comme dans un jardin zen. La personne a donc retiré l'herbe et s'est mise à ratisser soigneusement quand elle a remonté des cheveux blancs qui sortaient de la terre. Probablement effrayée, elle est partie aussitôt, laissant à ma parente, la gardienne du cimetière, la tâche de constater que c'était bel et bien des cheveux qui sortaient du sol. Elle a fait un rapport à l'église et, apparemment, ils ont procédé à un nouvel enterrement du corps. On ne comprend toujours pas comment il pouvait y avoir un corps aussi près de la surface. Mes grands-parents sont enterrés dans un cimetière près de ma ville natale, en Indiana. Au début des années 1990, j'y suis allé un jour pour déposer des fleurs sur leur tombe. C'était une matinée brumeuse, l'air humide et lourd, et en conduisant sur la petite route qui menait au cimetière, j'ai hésité à allumer mes phares. Comme j'étais presque arrivé, je me suis dit que ce n'était pas la peine. J'ai garé la voiture, j'ai pris les fleurs et je suis allé jusqu'à la tombe. Après les avoir déposées, je suis revenu vers ma voiture. Et c'est là que j'ai remarqué que mes phares étaient allumés. J'en suis absolument certain, je ne les avais pas allumés en arrivant. Ce même cimetière a continué à me donner un sentiment étrange des années plus tard. Ma mère, ma nièce et moi étions allés ensemble rendre visite à mes grands-parents. Tout se passait normalement jusqu'au moment où mon téléphone Android, qui n'avait jamais eu le moindre problème, s'est soudainement éteint. Impossible de le rallumer, l'écran restait noir, comme s'il était complètement mort. Ce n'est que tard le soir, bien après avoir quitté le cimetière, qu'il s'est remis à fonctionner, sans aucune explication. Depuis toujours, j'ai le sentiment que cet endroit n'est pas tout à fait normal.
C'est un cimetière comme un autre en apparence, mais à chaque fois que je m'y rends, il y a quelque chose de difficile à décrire, comme une présence sourde qui dérange les choses les plus banales, les phares d'une voiture, l'énergie d'un téléphone, ou peut-être l'esprit de ceux qui s'y recueillent. Mon meilleur ami et moi travaillions dans un cimetière comme gardiens de terrain quand nous étions en classe de première et de terminale. C'était de l'argent facile. Nous étions payés 5 $ de l'heure, à la fin des années 1970, surtout pour couper et tailler les bords et maintenir les tombes propres. Nous ramassions énormément de feuilles. Nous parcourions le cimetière dans une voiturette de golf trafiquée avec nos outils à l'arrière. Travailler sous la pluie était agaçant, et il pleuvait souvent, mais dans l'ensemble c'était vraiment un job en or. Sans jeu de mots. Il y avait beaucoup de fleurs fanées à enlever, ainsi que de nombreuses bouteilles de bière ou de whisky vides et des préservatifs usagés. Une veuve laissait régulièrement sur la tombe de son mari des petits papiers arrachés d'un carnet de journaliste, entièrement illisible. On retrouvait aussi beaucoup de peluches détrempées, parfois mystérieusement couvertes de boue, sur les tombes d'enfants. La chose la plus étrange que j'ai vue fut une poupée de bébé mouillée avec un gobelet en plastique, brûlé comme si quelqu'un l'avait effleuré avec un chalumeau, et qui avait une multitude de gros clous plantés dans la tête. J'ai gardé la tête et je l'ai accrochée à mon rétroviseur comme un pompon de remise de diplôme. La chose la plus horrible que j'ai vue fut le cadavre nu d'une jeune femme de mon âge, une élève d'un lycée voisin, déposée bien droit avec les bras le long du corps un samedi matin brumeux. Elle avait été étranglée sur place. Celui qui l'avait tuée lui avait aussi donné plusieurs coups de poing au visage avant sa mort. Son identité a été rapidement confirmée, mais ses vêtements n'ont jamais été retrouvés et son meurtre n'a jamais été résolu. La police nous a interrogés à plusieurs reprises, mais nous ne savions rien du tout. Mon ami a démissionné quelques semaines plus tard. Moi, je suis resté jusqu'à mes 18 ans, quand j'ai pu aller travailler dans l'imprimerie de mon oncle. Je n'oublierai jamais ses ecchymoses ni ses yeux bleus ouverts et sans vie. Mes grands-parents habitaient juste en face d'un immense cimetière, à la sortie de Baltimore. Quand j'étais enfant, c'était devenu notre terrain de jeu, à moi et aux enfants du quartier. Nous y passions des après-midi entiers à courir entre les pierres et, parfois, à inventer des versions de cache-cache adaptées à cet endroit un peu interdit mais fascinant. Un soir, alors que le soleil venait de disparaître et que l'ombre commençait à envahir les allées, je m'étais trouvé une cachette parfaite, j'avais réussi à grimper sur le toit d'un vieux caveau de pierre. J'étais convaincu que personne ne me trouverait là. Je m'étais allongé, immobile, attendant que mes camarades me cherchent. C'est alors que j'ai entendu des voix. Intrigué, j'ai jeté un œil par-dessus le bord du caveau. 2 adolescents passaient par là, sans doute venus se promener dans le cimetière au crépuscule. Mais au moment où je me suis penché, la jeune fille leva les yeux et croisa mon regard. Elle se mit à hurler, un cri perçant qui résonna entre les tombes, puis elle se mit à courir à toutes jambes, suivie par le garçon qui essayait de la rattraper. Je suis resté figé, partagé entre le fou rire et la gêne d'avoir provoqué une telle frayeur. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, je me demande encore si cette fille n'a pas raconté pendant des années qu'elle avait vu un fantôme perché sur un cryptogramme de pierre. Peut-être qu'au fond, je suis devenu le spectre de leur histoire de cimetière. Une fille avec qui j'étais ami au lycée est tombée dans une mauvaise relation avec un schizophrène paranoïaque. Son frère était pareil. Ils vivaient tous ensemble dans un appartement. Son petit ami lui disait qu'il voulait fonder une famille. Par là, il entendait déterrer un bébé et jouer à la petite maison. Ces menaces paraissaient crédibles, car lui et son frère avaient comme décoration dans l'appartement une énorme pierre tombale volée dans un cimetière. Ces 2 hommes étaient grands et forts. Elle avait peur de lui et ne savait pas comment sortir de cette relation sans danger. Un jour, elle est rentrée tard du travail, a soulevé la couverture et a trouvé sur son oreiller une minuscule main humaine. Elle est partie immédiatement. Plus tard, comme je le surveillais encore de loin, j'ai découvert qu'il faisait d'autres choses dans les cimetières, mais cette fois avec de nouvelles filles qui participaient.
Ils avaient déterré le corps d'un pauvre bébé et l'avaient piétiné, brisant la plaque de pierre qui le recouvrait. Ils ont aussi exhumé un vieil homme, et l'une des filles gardait la moitié supérieure du corps dans sa chambre pour s'amuser. Oui, ce genre d'amusement-là. Un autre jeune a été témoin d'une scène où il mangeait une défunte en pratiquant un acte sexuel. Il l'a regardé et lui a dit à quel point, ça, avait bon goût, avec ce qu'il décrivait comme de la boue noire dégoulinant de son menton. Le jeune a immédiatement vomi, et j'ai eu juste le temps d'éviter d'en avoir sur mes chaussures. Avec ce témoin, je pensais qu'il y avait assez d'éléments pour aller voir la police. Ils étaient impatients de résoudre l'affaire, car les cimetières étaient devenus le théâtre d'un véritable spectacle macabre. Le garçon était terrifié et a tout nié, mais les policiers savaient qu'il mentait puisqu'ils avaient constaté les dégâts. Il a prétendu avoir seulement entendu l'histoire de la bouche d'un inconnu qu'il ne pouvait pas identifier et qu'il n'avait jamais revu. Pour moi, c'était du n'importe quoi, car je l'avais vu vomir de ses propres yeux. Ces types semblaient intouchables. Leur mère a fini par gagner à la loterie, plus d'1 million, et ils sont retournés vivre chez elle, disparaissant de la circulation pendant un moment. Une nuit, alors que je travaillais en centre-ville, je suis sorti fumer une cigarette. L'ex de mon ami est venu s'asseoir à côté de moi et a fumé aussi. Il ne m'a pas reconnu, mais il dégageait une odeur amère insupportable. C'est là que j'ai compris que ce qu'on racontait sur les schizophrènes paranoïaques était vrai, ils ont une odeur corporelle distincte et amère. Il est parti après avoir fini sa cigarette, et j'étais complètement terrifié. La dernière fois que j'ai vu l'un des frères, c'était plus de 10 ans plus tard, marchant au milieu d'une route très fréquentée. Je menais un relevé dans un ancien cimetière amérindien de ma réserve, afin de documenter les pierres tombales et d'enregistrer l'état des marqueurs. Ce jour-là, peu avant l'heure du déjeuner, je travaillais dans la partie arrière du site, près de l'école primaire. Soudain, je reçus un coup inattendu. Une pierre venait de me heurter. Je la vis rouler au sol, la ramasser, puis la déposer sur l'un des marqueurs funéraires. Mais à peine m'étais-je retourné que la même pierre me toucha de nouveau, comme si on me l'avait lancée exprès. J'étais troublé, mais étrangement pas effrayé. Alors, je me suis présenté à voix haute, expliquant qui j'étais, de quelle famille je venais et ce que je faisais là. J'ai pris la pierre et l'ai glissée dans ma poche, comme pour garder une trace de ce moment. Elle y est toujours, posée aujourd'hui dans mon bureau. 10 minutes plus tard, le président tribal passa me voir pour vérifier l'avancement de mon travail. Je lui racontai l'incident, en lui indiquant précisément l'endroit. Son visage se crispa aussitôt, il fit une grimace et me dit que de l'autre côté de la ligne d'arbres se trouvait une maison construite par le programme de logement tribal. Les occupants avaient dû l'abandonner à cause des « esprits », comme il les appela lui-même. Ce n'était pas ma première expérience de ce genre. À l'âge de 12 ans, j'avais déjà senti une main invisible caresser mon visage. Quelques années plus tard, une lampe s'était éteinte à quelques centimètres de ma tête sans aucune raison. Plus récemment encore, alors que je construisais une terrasse, quelqu'un, ou quelque chose, avait inversé le sens de ma lame de scie circulaire sans que je puisse comprendre comment. Ce n'est pas une histoire qui me concerne directement, car je n'ai jamais vécu beaucoup d'expériences étranges dans un cimetière. Mais mon oncle Bill, lui, en a eu une assez marquante. Cela s'est passé au cimetière de Mount Hope, à Rochester, dans l'État de New York. C'est l'un des plus grands cimetières de la ville, juste après celui de Holy Sepulchre, et c'est aussi un lieu chargé d'histoire. À cette époque, mon oncle habitait non loin de là. Comme moi, il a toujours aimé les histoires qui font frissonner et passé beaucoup de temps à regarder des émissions sur le paranormal. Un jour, il décida d'aller se promener dans Mount Hope. En longeant le grand lac situé au cœur du cimetière, un endroit calme et bordé de bancs où les visiteurs viennent parfois s'asseoir, il fut soudain surpris par un bruit derrière lui. En un instant, un jogger est apparu, l'a dépassé rapidement, puis s'est tout simplement évanoui dans l'air, comme s'il n'avait jamais existé. L'apparition fut si brève que Bill n'eut même pas le temps de réagir. Il resta immobile, cherchant du regard la silhouette du coureur, mais il n'y avait plus rien,
seulement l'eau du lac et les allées désertes. Ce phénomène est en réalité bien connu dans la région. Plusieurs témoignages parlent de ce jogger fantôme aperçu autour du lac de Mont-Hope. Certains pensent qu'il s'agit d'un résidu énergétique, un écho d'un événement tragique passé, une image qui rejoue sans cesse. D'autres croient qu'il s'agit simplement d'une âme attachée à ce lieu, continuant à courir dans un endroit qu'elle avait aimé de son vivant. J'avais 13 ans, à la fin des années 1970, quand une amie organisa une soirée pyjama chez elle. Elle possédait une planche de Ouija assez étrange, différente de celle qu'on voyait d'ordinaire. Ce n'était pas une simple planche avec des lettres et une goutte en bois, mais un dispositif monté sur un trépied avec un pendule. Celui-ci se balançait et se verrouillait magnétiquement pour pointer sur les lettres disposées en cercle à la base. On devait poser nos doigts sur un anneau métallique, et le pendule bougeait de lui-même, sans qu'aucun effort ne soit nécessaire. Bien sûr, nous avions 13 ans et pas beaucoup de bon sens. Mon ami eut l'idée d'emporter le Ouija dans un cimetière particulièrement lugubre qui se trouvait juste en face de notre collège. C'était un lieu inhabituel pour le Texas, car plusieurs tombes y étaient construites en crypte hors sol, donnant à l'endroit une atmosphère encore plus oppressante. Une fois sur place, elle posa l'objet directement sur l'une des cryptes, et nous nous regroupâmes autour. À peine avions-nous posé nos doigts sur la barre métallique que le pendule s'affola. Il se mit à tourner frénétiquement, et au même moment, un grand coup de vent s'éleva de nulle part. L'air tourbillonna si fort que le Ouija fut projeté dans l'herbe. Nous avons hurlé de terreur et pris la fuite sans demander notre reste, courant jusqu'à la maison de mon ami. Le lendemain, sa mère, furieuse, l'obligea à retourner dans le cimetière pour récupérer l'objet. Mais après des recherches dans l'herbe et autour des cryptes, elle ne trouvait rien. Le Ouija avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Il y a plusieurs décennies, quand j'avais 18 ans, j'étais parti avec mon petit ami de l'époque pour rendre visite à sa famille dans une ville où je n'avais jamais mis les pieds auparavant. Un jour, nous sommes allés ensemble dans un cimetière voisin, car l'un de ses amis d'école y avait été enterré. Tandis que lui et ses camarades se recueillaient autour de la tombe de leur ami, je m'étais un peu éloigné, curieuse d'explorer les lieux. C'est alors qu'une pensée soudaine m'a traversé l'esprit, comme un élan irrésistible. J'ai eu la certitude que si je marchais quelques rangées plus loin et que je comptais quelques pierres tombales vers la droite, je tomberais sur une tombe portant exactement mon prénom. Sans vraiment réfléchir, j'ai suivi cette intuition. J'ai avancé, fait les quelques pas qui semblaient tracés d'avance, et je me suis retrouvé face à une pierre gravée, avec mon propre nom. J'ai senti un frisson me parcourir. Ce n'était pas seulement la coïncidence du nom, c'était aussi la date inscrite sur la stèle. La personne qui reposait là a été décédée 1 an et 1 mois avant ma naissance, comme si une étrange connexion temporelle liait nos existences. Il y a un cimetière dans lequel mes amis et moi avions déjà vécu plusieurs expériences étranges. Plus tard, alors que je faisais partie d'une équipe d'investigation paranormale, nous nous sommes retrouvés à proximité de ce lieu. Comme nous avions un peu de temps après minuit, nous avons décidé d'aller y faire un tour pour voir si nous pouvions enregistrer quelque chose. Ce cimetière se trouve dans une toute petite ville rurale des États-Unis, isolée, calme, presque hors du temps. Nous avons garé le camion au centre, et à peine étions-nous sortis qu'un des gars déclara avoir aperçu quelqu'un marcher entre les arbres à l'ouest. Je me suis tourné mais je n'ai rien vu. Je me suis donc remis à installer mon matériel. Pourtant, quelques minutes plus tard, un drôle de pressentiment m'a poussé à lever les yeux. Et là, je l'ai vu. La silhouette d'une personne très grande passait entre 2 arbres espacés d'environ 3 mètres. Il y avait un lampadaire de l'autre côté de la rue, et la silhouette avait clairement bloqué la lumière en se déplaçant, ce qui me confirma que je ne rêvais pas. Persuadé qu'il s'agissait de quelqu'un qui voulait nous faire peur, je me suis mis à courir rapidement dans sa direction, sans rien dire aux autres, afin de le surprendre. Mais arrivé sur place, il n'y avait personne. Rien, pas la moindre trace de mouvement. En observant bien, je me suis rendu compte que la chose que j'avais vue devait mesurer largement plus des 1,85 m, peut-être même plus.
Je suis revenu vers les autres et leur ai raconté ce que j'avais vu. Nous avions pour habitude de rester groupés, mais comme le cimetière était petit, j'ai fini par partir un peu plus à l'est. Et là encore, par la lumière diffuse des maisons de l'autre côté de la route, j'ai vu une silhouette traverser entre les arbres. Je me suis précipité à nouveau, lampe torche à la main cette fois. Rien. Le même scénario. Une amie qui habitait dans ma rue a dû déménager quand son père a été muté dans une autre région, plus rurale de l'État. L'été suivant, elle m'a invité à lui rendre visite. J'ai pris un car Greyhound, le trajet a duré quelques heures, puis elle et son père sont venus me chercher à la gare routière. Nous avons roulé un moment à travers la campagne, jusqu'à atteindre leur nouvelle maison que son père avait construite sur un terrain faisant partie de la ferme familiale. Mon ami m'a alors fait visiter la propriété. En marchant un peu, nous sommes tombés sur 3 vieilles pierres tombales. Elle m'a expliqué qu'il s'agissait d'un petit cimetière familial datant de l'époque où les premiers ancêtres s'étaient installés là. La première chose qui m'est venue à l'esprit a été de lui demander « Mais, où sont les autres ?» Elle a souri et m'a répondu « Je vais te montrer ». Nous avons sauté dans la voiture et roulé sur une courte distance avant d'arriver dans un grand cimetière. Elle a garé la voiture au bord d'une allée intérieure, juste en face d'un grand mausolée qui imposait le respect. Nous sommes restés un moment à l'admirer, notamment ces impressionnantes portes doubles qui semblaient être en bronze ou en laiton, étincelantes malgré les années. Ensuite, nous avons arpenté le cimetière, et elle m'a montré les sépultures du reste de sa famille. Peu à peu, le soleil a commencé à décliner et l'ombre s'étendait entre les pierres. Nous avons alors décidé de retourner rapidement vers la voiture. C'est à ce moment-là que nous avons toutes les deux tourné la tête en direction du mausolée. Et là, stupéfaction, l'une des grandes portes en métal, que nous avions vues fermer un peu plus tôt, était maintenant grande ouverte. Sans réfléchir, nous avons bondi dans la voiture, démarré en trombe et quitté l'endroit le plus vite possible. Je me souviendrai toujours de ce frisson soudain, cette impression que quelque chose dans ce mausolée avait bougé, comme si nous avions été observés ou comme si le lieu refusait que nous restions plus longtemps. Je travaillais autrefois pour une petite entreprise qui s'occupait d'installer des monuments dans des cimetières un peu partout en Virginie et en Virginie occidentale. C'était un travail particulier, parfois éprouvant, mais il avait aussi un côté apaisant, comme si chaque pierre posée rendait hommage à une mémoire qu'il ne fallait pas laisser disparaître. La seule chose vraiment étrange dont je me souvienne s'est produite dans une petite ville isolée, une de ces bourgades qui donnent immédiatement un sentiment de malaise, comme si on avait franchi une frontière invisible pour entrer dans un autre monde. L'atmosphère y était pesante, les rues presque désertes et les regards des habitants avaient quelque chose de difficile à soutenir. Ce jour-là, nous venions tout juste de placer une petite pierre tombale pour le frère d'un homme qui semblait à la fois reconnaissant et brisé par le chagrin. Avant de partir, il m'a tendu un collier, une simple cordelette au bout de laquelle pendait une petite croix brune en bois. Je ne savais pas vraiment comment réagir, mais j'ai accepté son geste, pensant que c'était une manière pour lui de dire merci ou peut-être de transmettre quelque chose de personnel. Plus tard dans la soirée, alors que j'étais seul, j'ai remarqué que la croix n'avait plus du tout la même apparence. Elle était devenue rouge sang, comme si le bois avait absorbé une couleur venue de nulle part. Je me souviens avoir eu la chair de poule en la voyant et, même si j'ai voulu m'en débarrasser, je crois que je l'ai encore quelque part, oublié dans une boîte, comme un objet maudit qui attend son heure. Mais les choses les plus inquiétantes ne sont pas toujours surnaturelles. Un jour, en me perdant sur une route isolée de Virginie occidentale, je suis tombé sur un groupe de skinheads. Ils étaient 3, plantés au milieu d'une station-service presque abandonnée, et leurs regards se sont immédiatement fixés sur moi. En tant qu'homme à la peau brune, je savais que la situation pouvait très mal tourner. Le silence de cet instant m'a paru interminable, comme si le temps s'était figé. Ils se sont contentés de me détailler de haut en bas, évaluant ma présence, et j'ai senti mon cœur s'emballer. Je n'ai pas attendu qu'il se passe quoi que ce soit, je suis simplement reparti sans demander mon reste, priant intérieurement pour ne pas être suivi. Ce fut une peur brutale et bien réelle, différente de celle provoquée par une croix qui change de couleur, mais tout aussi marquante.
Quand j'étais enfant, ma famille s'est arrêtée brièvement dans un petit cimetière ancien, perdu au bord de la route. Je me tenais debout, peut-être sur une tombe ou juste devant, je ne saurais plus dire avec certitude. Aujourd'hui, je suis bien plus superstitieux qu'à l'époque et je n'aurais probablement pas osé rester là. C'est alors que j'ai entendu un grondement extrêmement fort, un bruit sourd qui semblait venir directement du sol sous mes pieds et qui vibrait tout autour, comme si la terre elle-même respirait. Je crois même avoir senti la vibration traverser mon corps. J'en suis resté muet de stupeur. J'ai peut-être tourné la tête vers ma sœur, qui se tenait un peu plus loin, pour voir si elle réagissait, mais elle ne semblait pas avoir remarqué quoi que ce soit. Mes parents, eux non plus, ne bronchaient pas. Mon père parlait avec quelqu'un, peut-être pour demander des indications, et il ne montrait aucun signe d'avoir perçu ce que je ressentais. Puis, tout à coup, le grondement s'est arrêté, comme s'il n'avait jamais existé. Quand j'en ai parlé à ma sœur, elle m'a juré qu'elle n'avait rien entendu, rien ressenti. J'ai ensuite rapporté l'incident à mes parents, mais leur réaction m'a marqué. Ils m'ont écouté, mais leur regard trahissait une certaine suspicion, comme s'ils croyaient que j'inventais l'histoire. Pourtant, ce n'était pas du tout dans mes habitudes d'imaginer ce genre de choses. J'ai travaillé quelque temps dans un cimetière en Floride, seulement quelques mois, mais assez pour vivre des expériences que je n'oublierai jamais. Un jour, alors qu'une tombe était en cours de creusement, l'équipe a décidé de plier plus tôt que prévu et a laissé l'excavatrice sur place. À l'heure du déjeuner, je m'étais assis non loin de la machine pour manger tranquillement quand j'ai entendu un bruit étrange. Ce n'était pas un petit craquement comme on en entend parfois quand une machine se tasse ou refroidit, c'était différent. On aurait dit que quelqu'un frappait dessus à coups répétés, comme si un marteau cognait contre le métal avec insistance. Au début, j'ai pensé qu'un mécanicien était venu travailler dessus, mais les coups se poursuivaient sans aucune logique et surtout sans pause. Pendant de longues minutes le son résonnait dans l'air, rythmé et insistant, assez fort pour que je ne puisse pas l'ignorer. Au bout d'environ 7 minutes, la curiosité l'a emporté sur la peur et je me suis approché de l'excavatrice pour voir ce qui se passait. Et là, plus rien. Pas une silhouette, pas une trace de mouvement. Le silence était complet, comme si rien ne s'était jamais produit. Le contraste entre le vacarme d'avant et ce calme soudain m'a glacé le sang. À l'époque où je m'intéressais de près aux enquêtes paranormales et aux chasses aux fantômes, j'avais fait une visite exploratoire dans un cimetière qui m'attirait depuis un certain temps. En me promenant entre les allées, un site en particulier a retenu mon attention. La tombe n'avait rien de classique. Elle était recouverte de petits objets, comme si quelqu'un avait voulu y déposer une collection de souvenirs hétéroclites. Il y avait une poignée de ces perles de verre colorées qu'on utilise parfois en décoration, mais aussi un tas de petits jouets, du genre qu'on retrouve dans les menus pour enfants de certains fast-food. Je me souviens très bien avoir reconnu quelques figurines du magicien d'Oz, 2 ou 3 jouets inspirés de Mulan et d'autres encore, tous mélangés comme un hôtel improvisé. Mais le détail le plus étrange se trouvait juste à côté. Au sol, un cercle de pierres avait été disposé soigneusement. Aucune pierre tombale, aucune plaque avec un nom ou une date, simplement ce cercle dans lequel reposaient 2 balles de tennis usées. La taille et la disposition faisaient immédiatement penser à une sépulture de chien. Ce n'est que plus tard que j'ai appris l'existence d'une ancienne tradition. Dans certains endroits, on enterrait d'abord un animal, souvent un chien, avant de consacrer un terrain comme cimetière. L'idée était que l'animal devienne le premier gardien des lieux, veillant à ce que les âmes humaines qui y reposeraient trouvent leur chemin vers leur destination finale. En repensant à ce cercle de pierre et à ces jouets d'enfants posés là, j'ai eu la sensation étrange que ce n'était pas seulement un hommage à un compagnon disparu, mais peut-être aussi un rappel de ce rôle ancestral de protecteur du passage entre le monde des vivants et celui des morts. À quelques kilomètres seulement de ma ville natale se trouve un petit château. Son histoire est ancienne, puisqu'à Aix-en-Grave l'origine, vers les années 1100, il n'était qu'une simple motte fortifiée. Au fil des siècles, il s'est transformé en véritable château avant d'évoluer encore pour devenir une résidence de style géorgien.
Autour de ce lieu chargé de mémoire s'étend un petit cimetière, discret mais qui accentue l'aura mystérieuse des environs. Un soir, mes amis et moi avons décidé de partir vérifier une rumeur locale qui circulait depuis longtemps. On racontait qu'une lumière étrange apparaissait dans une partie du domaine qui n'était pourtant pas alimentée en électricité. Intrigués, nous nous sommes rendus sur place et, à notre surprise, nous avons bel et bien aperçu cette lumière qui brillait faiblement au milieu de l'obscurité. Nous avons erré près d'une heure dans les alentours, essayant de trouver une explication, mais l'ambiance devenait de plus en plus lourde et inquiétante, au point que nous avons fini par décider de partir. C'est à ce moment-là qu'une nuée d'oiseaux nous a attaqués sans raison, surgissant d'un coup comme pour nous chasser des lieux. Lorsque je suis enfin retourné à ma voiture pour rentrer, j'ai reçu un appel inattendu de ma mère. Sa voix tremblait un peu quand elle m'a demandé si j'allais bien, car elle avait eu un très mauvais pressentiment à mon sujet. Je l'ai rassuré, lui expliquant que tout allait bien et que je serais de retour à la maison dans un quart d'heure tout au plus. L'appel terminé, j'ai pris la route, pensant que ce n'était qu'une inquiétude passagère. Pourtant, à peine 5 minutes plus tard, alors que je m'engageais sur la route principale, une voiture sans phare a surgi de nulle part, fonçant dans l'obscurité, et elle a percuté violemment le côté de mon véhicule. Heureusement, personne n'a été grièvement blessé, mais en repensant à l'accident, je réalise encore aujourd'hui à quel point nous avons eu de la chance. Si cette voiture était arrivée seulement quelques secondes plus tard, elle aurait frappé directement la portière du conducteur de la voiture de mon ami, ce qui aurait pu lui coûter la vie. Un été, peu après le décès de ma grand-mère, j'ai décroché un petit travail au cimetière local. Mon rôle consistait à entretenir les lieux, en accordant une attention particulière à sa tombe, mais aussi à reboucher les fosses récentes, ce qui me rapportait une prime supplémentaire. Les journées commençaient très tôt, car il fallait profiter de la fraîcheur du matin avant que la chaleur ne s'installe. Un de ces matins, alors que le soleil perçait à travers la brume et baignait le cimetière d'une lumière dorée, j'ai aperçu au loin un homme qui promenait un chien. Comme mon grand-père avait pour habitude de recueillir des lévriers et de les promener, et que nous habitions non loin, j'ai immédiatement pensé que c'était lui. J'ai appelé, j'ai avancé vers eux, mais à mesure que je m'approchais, la silhouette s'est tout simplement évanouie dans l'air. Il n'y avait plus rien, ni homme, ni chien, seulement la brume qui se dissipait lentement. Déconcerté, je me suis retourné pour reprendre mon travail, et c'est alors que j'ai vu, à quelques pas à peine de moi, un cerf albinos qui errait tranquillement dans le cimetière. J'aurais pu tendre la main tant il était proche, mais il ne m'a accordé aucune attention, avançant avec une lenteur presque irréelle, comme s'il faisait partie du décor. Peut-être que les deux événements n'avaient aucun lien, peut-être que le cerf n'était qu'une simple coïncidence. Mais cette apparition, juste après la vision de cet homme et de son chien disparu dans la brume, m'a laissé une impression troublante. Une grande partie de ma famille repose dans le même cimetière. Chaque année, nous nous y rendons pour rendre hommage à tous ceux qui nous ont quittés. Parmi eux se trouve la tombe de ma grand-tante, mais la sienne est un peu à l'écart, car elle venait d'un autre côté de la famille. Et étrangement, nous n'arrivons jamais à la retrouver facilement. Avant de partir, nous notons toujours l'emplacement, soit sur un bout de papier, soit dans nos téléphones, mais au moment venu, l'information disparaît mystérieusement. Pendant un temps, nous utilisions un grand arbre comme point de repère et nous nous guidions à partir de là, mais cet arbre a fini par être abattu et depuis, plus rien n'est clair. Plusieurs fois, nous avons même essayé d'appeler le cimetière pour demander la localisation exacte. À chaque fois, comme par hasard, leur système informatique tombe en panne. C'est devenu une sorte de rituel étrange, presque une blague familiale. Ma grand-tante avait beaucoup d'humour de son vivant et nous aimons imaginer qu'elle s'amuse quelque part en nous voyant chercher sans fin, comme si elle jouait encore avec nous. Pourtant, il est difficile de ne pas trouver cela troublant, car cette situation se reproduit systématiquement à chaque visite, sans exception. Un soir, alors que le soleil se couchait, ma mère et moi étions allés au cimetière pour rendre visite à la tombe de mes grands-parents. L'endroit était calme, presque vide, et nous étions seuls à marcher entre les allées.
Alors que nous approchions d'un mausolée voisin, j'ai aperçu quelque chose d'étrange, une lueur venait de s'allumer à l'intérieur. Cela m'a immédiatement surpris, car je n'avais vu personne s'en approcher et aucun mouvement n'avait attiré notre attention. Intrigué, je me suis avancé pour regarder de plus près. À travers les grilles verrouillées du mausolée, on pouvait distinguer l'intérieur. Et là, posé bien au-dessus d'une tombe, hors de toute portée, brûlait une bougie. Lorsque nous étions passés devant un peu plus tôt, il n'y avait rien, aucune flamme, aucun objet allumé. Pourtant à ce moment précis, la bougie brillait vivement, projetant des ombres contre les parois de pierre. J'ai aussitôt prévenu ma mère, lui disant que quelque chose venait de s'allumer à l'intérieur. Elle a jeté un coup d'œil rapide et, avec un calme étrange, elle m'a simplement dit que la nuit tombait et qu'il était temps de rentrer. Mais sa voix n'était pas aussi posée que son visage le laissait croire. Alors que nous quittions le cimetière, elle s'est mise à marcher à grands pas, bien plus vite qu'à l'aller, et j'ai dû presque courir pour rester à sa hauteur. Une fois sortie, sur le bord de la route, je lui ai demandé à nouveau ce qu'elle pensait avoir vu. Elle m'a regardé un instant puis a répondu qu'elle n'en savait rien, mais qu'il valait mieux ne pas être là quand ce genre de choses arrivait. Son ton ferme m'a marqué plus que ses mots, comme si elle avait perçu quelque chose qu'elle ne voulait pas expliquer. Je n'arrive vraiment pas à trouver d'explication raisonnable à ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai tendance à être un peu sceptique en général, même si beaucoup de gens disent ça, mais ce fut une expérience à la fois étrange et inquiétante. C'était il y a quelques mois. Une amie avait entendu dire que les aurores boréales pourraient être visibles dans notre région et m'a proposé d'aller faire un tour en voiture à la campagne pour voir si nous pouvions en apercevoir. Nous sommes donc partis après la tombée de la nuit et avons roulé quelques heures, à la recherche d'un bon point de vue. Au bout d'un moment, nous avons commencé à abandonner l'idée d'en voir. Mon amie s'est alors rendu compte que nous étions proches de sa ville natale et a dit qu'elle avait envie de visiter le cimetière local pour retrouver les tombes de quelques parents éloignés. Elle s'était récemment plongée dans la recherche généalogique. Il faisait clair et chaud, et comme nous étions un peu déçus de ne pas avoir vu les lumières, nous avons décidé de passer au cimetière pour rendre la sortie un peu plus utile. Nous avons trouvé les tombes, pris quelques photos et flâné un peu. Mais depuis notre arrivée, je me sentais de plus en plus anxieuse, ce qui m'a surprise. J'ai déjà travaillé sur plusieurs projets de classement de cimetières en tant qu'archéologue et d'habitude, je ne ressens aucune nervosité dans ces lieux, même la nuit. En général, je les trouve plutôt calmes et apaisants. Mais ce soir-là, je me sentais vraiment étrange, avec l'impression persistante que quelqu'un se tenait derrière moi. Je me retournais sans cesse. Je mettais ça sur le compte de l'anxiété, en essayant de ne pas trop y penser. Avec un trouble anxieux, il est difficile de savoir quand l'inquiétude est justifiée ou non. Même en y repensant, je ne sais pas si c'était simplement dans ma tête ou si cela annonçait ce qui allait suivre. Vers 1h du matin, nous avons décidé qu'il était temps de rentrer. Nous nous sommes dirigés vers la voiture. Elle était en vue et mon ami marchait quelques mètres devant moi quand c'est arrivé. J'ai ressenti de nouveau ce malaise soudain, puis j'ai cru entendre quelqu'un courir derrière moi. Je commençais à tourner la tête quand j'ai senti quelque chose percuter mon dos, entre les omoplates. Il y avait un poids, comme si quelqu'un m'avait réellement bousculé de tout son corps. L'impact fut si fort qu'il me projeta en avant, je tombais de tout mon long et, au moment où j'essayais de me relever, j'ai senti ce poids m'écraser de nouveau sur les épaules, me forçant à rester au sol. En levant la tête, j'ai vu mon amie courir vers moi. Elle avait entendu les bruits de pas et ma chute, et elle avait vu juste à temps mon sweat plaqué contre mon dos, comme si des mains invisibles appuyaient dessus pour me repousser. Elle m'a saisi par le bras pour m'aider à me relever. Le poids a disparu et nous avons couru jusqu'à la voiture. Nous sommes montés, avons verrouillé les portes, et elle a aussitôt démarré en trombe. Nous avons roulé plusieurs minutes sans dire un mot, sous le choc et surtout dans l'incompréhension. Puis elle a tourné la tête vers moi et m'a dit « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je lui ai dit que quelqu'un m'avait poussé à terre, et elle a répondu « Je sais, je l'ai vu. » Mais qu'est-ce que c'était ? Il n'y avait personne. Nous avons essayé de trouver une explication rationnelle,
mais rien ne collait. Une agression éclair suivie d'une fuite? Impossible, nous aurions vu l'assaillant. Une simple chute? Non, j'avais clairement senti une force me pousser, et elle avait vu mon dos écrasé par une pression invisible. Le vent? Il n'y avait pas la moindre brise cette nuit-là, et même si une rafale soudaine avait soufflé, elle aurait touché mon ami aussi. Rien ne faisait sens. Ni l'une ni l'autre n'avions vu qui ou quoi que ce soit. Pourtant, quelque chose m'avait bien projeté au sol, 2 fois, et ce « quelque chose » était invisible. Quand l'adrénaline est retombée, j'ai remarqué une autre chose, mon dos me faisait mal, exactement là où j'avais ressenti l'impact. Ça brûlait, ça picotait, comme si ma peau avait été frottée à des orties. Je l'ai dit à mon amie, qui a aussitôt voulu vérifier. Elle a allumé la lumière intérieure et baissé le col de mon sweat. J'ai entendu son murmure, « Putain ». Elle a pris une photo et me l'a montrée. La peau entre mes omoplates était rouge, et de petites cloques commençaient à apparaître. Elles ont ensuite gonflé puis éclaté, comme une brûlure solaire ou chimique. Il n'y avait aucune griffure, rien d'autre, mais la marque était bien là, et ça faisait mal. Je n'avais rien heurté, je ne m'étais frotté à rien. Nous n'avons jamais trouvé d'explication. La douleur a duré plusieurs jours. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je commençais à m'assoupir, j'avais la sensation qu'une présence se tenait au-dessus de mon épaule et je sursautais. Je ne comprends pas ce qui s'est passé au cimetière, mais cela m'a profondément troublé. Je ne sais pas si je crois aux fantômes ou aux démons, mais je sais que quelque chose de vraiment bizarre et effrayant s'est produit. Et le plus difficile à accepter, c'est que je souffre déjà de stress post-traumatique à cause d'une agression bien réelle, et cette fois, j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait absolument rien que je puisse faire pour me défendre. Cela a été un vrai recul dans mon processus de guérison. Depuis, j'ai eu plusieurs cauchemars étranges, qui ressemblent à ceux que je faisais enfant et adolescente. Depuis toujours, j'ai parfois rêvé qu'une créature cherchait à m'attirer ou à me séduire d'une manière ou d'une autre, et dans mes rêves, je savais qu'il s'agissait d'un diable ou d'un démon. Parfois, elle prenait l'apparence d'une vieille femme. Je me souviens d'un rêve vers mes 13 ans, j'étais dans une forêt et j'ai trouvé un petit chalet. Une vieille femme se tenait sur le perron et m'a invité à entrer. J'ai accepté. Nous avons passé un moment à discuter et à préparer des biscuits, mais je ressentais un malaise, l'impression qu'elle voulait quelque chose de moi. En regardant par la fenêtre, j'ai vu un groupe de gens dans la cour qui l'appelaient. Je lui ai demandé qui ils étaient, et je me souviens encore de sa réponse, « Ils veulent que je les prenne, mais je n'en veux pas. Je te veux, toi. » Dans d'autres rêves, la créature avait une apparence plus sinistre, mais je savais que c'était toujours elle. Parfois, je rêvais qu'elle était assise dans l'ombre, au pied de mon lit, en train de chuchoter. Elle apparaissait comme une silhouette sombre aux longs membres effilés, avec des orbites vides, des dents en fil barbelé, et du sang ou du vin qui brillait sur ses lèvres. Dans ses rêves, je l'entendais murmurer sans comprendre les mots. D'autres fois, je la voyais assise dans un coin de ma chambre, en train de manger une pomme pourrie. Je sais que ce ne sont que des rêves, mais je les mentionne parce qu'ils avaient cessé depuis mes 20 ans, et qu'ils sont revenus après l'incident au cimetière. Comme si ce qui s'était passé avait réveillé quelque chose. Dans mes nouveaux cauchemars, la créature se tient debout derrière moi dans le cimetière. Le temps est figé, je vois mon ami immobile devant moi, et la créature me chuchote à l'oreille. Je ne comprends pas pourquoi mon esprit associe cet être à ce qui s'est passé, mais c'est ainsi. Je voulais simplement partager cette histoire, parce que je n'ai vraiment aucune idée de ce qui s'est produit cette nuit-là. Mon ami pense que c'était un fantôme. Moi, je ne sais pas. Mon domaine en tant qu'anthropologue et archéologue, c'est la religion et le folklore, mais je n'avais jamais vécu une expérience aussi troublante. Je ne sais pas quoi en faire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.